Donc, bonjour à tous. Un petit peu de pression sociale puisqu'il y a un timing, comme quoi le social se cache un peu partout. Donc je me nomme Mathieu Lussmann, j'ai plusieurs casquettes, je suis médecin généraliste, sociologue et président du comité éthique et scientifique. Et j'aime bien dire que je suis médecin généraliste et sociologue parce que on me parle beaucoup de lien social, d'affiliation, et j'aime bien avoir plusieurs affiliations. J'aime bien l'idée d'être un passeur social. Je suis content d'être ici. Je crois que c'est un truc qu'on ne dit pas assez et je pense que c'est important. Content à plusieurs titres. D'abord de discuter avec vous et de voir qu'il y a beaucoup de débats dans la salle. Je trouve que c'est vraiment important que dans ce genre d'événement, ça ne soit pas uniquement des gens qui interviennent, qui parlent, mais qu'il y ait un échange. Moi, au UNPS, je trouve que c'est un truc qui est très très important et c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir poser toutes les questions. Mais c'est un indicateur que ça se passe bien. Quand il y a toujours un peu de frustration, ça donne un petit goût de remise. On a vu qu'il y avait des concepts, des mots. Et c'est vrai qu'en tant que sociologue, on passe son temps des fois à torturer les mots. Et je suis aussi content parce qu'on est plusieurs sociologues. C'est pas toujours là. On a une sociologue ici. Je suis un deuxième. Il y a eu tout à l'heure monsieur Jean-Philippe. Et je me disais aussi, ce que je regrettais un peu, c'est que beaucoup de gens, je ne connais pas le public, mais dans la salle, j'ai vu beaucoup de soignants, de psychologues, de médecins. J'espère que l'année prochaine, il y aura autant d'acteurs du social. Parce que quelque part, on a tendance un peu trop à se développer en silo et on parle beaucoup de démarches pluriprofessionnelles. Et souvent encore, on est encore dans des chapelles. Donc c'est une invitation, s'il y a des acteurs du social qui sont là, qu'ils soient dans la théorie ou dans la pratique, qu'on puisse vraiment travailler ensemble. C'est vraiment un très important. Il ne suffit pas de dire il faut travailler ensemble, il faut comprendre comment on peut le faire. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Donc je disais qu'on a eu des mots, justement, on a parlé de liens sociaux, d'interaction sociale. Je ne sais pas si ces mots sont devenus plus clairs. En sociologie, on passe notre temps, à torturer un peu les mots, à mettre le sens. C'est très bien que chacun ait pu en discuter. Et on a vu que c'était polysémique et que chacun ne mettait pas tout à fait le même sens derrière les mots. Peut-être qu'on fait la prévention, c'est bien qu'on ait un petit accord. Quelqu'un qui a dit dans la salle tout à l'heure qu'il a trouvé des interactions sociales assez froides. De mon côté, je les trouve très, très chaudes parce que c'est la présence. Pour moi, l'interaction sociale, c'est avant tout la coprésence. C'est la réaction, c'est vraiment le feedback. Et l'interaction sociale, c'est quand on est présent les uns avec les autres, puisque le lien social peut exister à distance. Vous voyez, on peut en débattre. Je prétends pas dire la vérité, mais je pense que c'est intéressant qu'on puisse en discuter parce que derrière les mots, derrière ce qu'on dit des mots, il y a aussi des actes. Les mots guident nos actions. Alors, je suis aussi content parce que j'ai 3 intervenants très différents, très riches les uns avec les autres. Et on a fait aussi une chose qui me paraissait importante, on a préparé, parce que souvent, on parle aussi d'accompagnement. Et j'ai vraiment eu un plaisir à discuter avant avec ces 3 intervenants. Parce que souvent, c'est stressant d'intervenir, on l'a vu ce matin. Et ne pas être seul, moi, on intervient, être accompagné, que ce soit une démarche commune et partagée, je pense que c'est aussi peut-être une manière de faire de la prévention. Alors, je vais juste dire qu'on a au plaisir de recevoir M. Olivier Huguet, qui est survivant d'un parcours suicidaire, Ingrid Voléry, qui est sociologue, et M. Jean-Christophe Bongibaud, qui est major de police. Je ne dis pas plus, et je vous laisserai chacun en dire un peu plus. Parce que souvent, on dit il faut se connaître, se reconnaître, et souvent, on dit en un mot. Souvent, en tant que médecin généraliste, j'écoute les patients, je me dis que je dois connaître les gens en une demi-heure. Et souvent, moi, ça me fait peur parce qu'en une demi-heure, même des fois une demi-heure, c'est déjà beaucoup. Je dois prendre des décisions, je dois accompagner. Souvent, je dis qu'il y a un peu des bribes de vie. Et on devrait pouvoir, le temps, nous, en tant que soignants, avoir beaucoup, beaucoup plus qu'un quart d'heure, une demi-heure pour pouvoir accompagner. Petit détail aussi, dans le travail d'accompagnement, puisqu'on a le plaisir d'avoir des intervenants très variés dans ce travail, on a vu la complexité des interactions sociales. Et pour adapter cette variété, on va faire un petit truc à j'étais pas habitué. Tout le monde n'aura pas les mêmes questions. Ça a du sens, c'est la posture. Donc, ça prend une chose un petit peu compliquée. Mais en tout cas, ça va rendre que, M. Bongibaud aura des questions spéciales pour lui. Mais de toute façon, l'important derrière les questions, c'est de pouvoir débattre entre nous. Je vous laisse d'abord vous présenter tous les 3, l'un après les autres, en me donnant beaucoup plus d'informations que j'ai données. Donc là, c'est seulement la présentation.
dans cet ordre-là. Donc moi, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis Ingrid Valéry, je suis professeure de sociologie à l'Université de Lorraine et je suis sociologue du vieillissement avant d'être sociologue du suicide, avec un prisme particulier puisque je m'intéresse beaucoup au vieillissement différentiel des hommes et des femmes. Je suis aussi sociologue du genre, comme on dit. Voilà, donc j'aurai cet abord particulier et je m'appuierai sur une récente enquête qui a été financée par l'adresse et l'Observatoire national du suicide et qui portait sur le mal-être et le suicide des personnes âgées de plus de 75 ans. C'est bon. C'est bon. Bonjour à tous. Je suis Jean-Christophe Vanchubot, je suis chargé de mission dans le cadre de la prévention du suicide à la préfecture de police. Je suis major. Depuis juin 2020, je fais de la prévention du suicide pour 35 000 agents sur 4 départements, sur Paris, la Petite Couronne. Et ça, ma mission de tous les jours, c'est faire de la prévention. Le aller vers, c'est d'être sur le terrain au quotidien. Et bonjour à tous, je suis Olivier Huget, j'ai 53 ans. J'ai traversé une crise suicidaire qui a débuté en 2005 avec un passage à l'acte en 2010. Je suis papa de 3 enfants et je suis vraiment très très heureux de pouvoir vous apporter mon témoignage ici aujourd'hui. Je vous remercie. Donc l'idée... Donc l'idée de cette table ronde, c'est qu'on a vu la complexité derrière les mots. Je dirais un peu en sociologue, c'est de décrypter, d'aller pas à pas. On parle un gros mot de phénoménologie. Donc l'idée qu'il faut retisser du lien social, c'est bien, c'est une grande idée. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir ce qui se cache derrière les mots. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, de comprendre déjà la vision de chacun qu'ils ont derrière les concepts de liens sociaux, d'interaction sociale, mais de les décrypter pas à pas. Et de voir... Si on commence à décrypter comment se passe une interaction, comment se construit des liens sociaux, est-ce que ça nous fait faire de la prévention du suicide différemment? Donc je commence par vous, Jean-Christophe. Alors, on m'a dit qu'il fallait vraiment... Je reprends la question. Alors, pouvez-vous nous indiquer ce qui sera mis en place pour favoriser le lien social qui permettra d'aller au-delà des interactions sociales vécues au quotidien par les forces de sécurité? Alors au préalable, je tiens à vous préciser que je vais vous parler des policiers, mais quand je parle des policiers, c'est les policiers actifs, administratifs et les polices techniques et scientifiques. La police, c'est un ensemble, c'est pas que les policiers que vous voyez dans la rue, c'est aussi ceux qui sont dans les bureaux. Voilà. Au préalable, avant que je vous présente le projet Maison Bleue, c'est un projet qui est parfaitement en lien avec le sujet de ce jour. Je voudrais expliquer comment est venue l'idée du projet Maison Bleue à la préfecture de police. Je ne parle que pour la préfecture de police, pas pour l'ensemble du territoire. Donc Paris, la Petite Couronne. Le projet Maison Bleue, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, je suis policier à la base. En juin 2020, j'ai pris le poste de chargé de mission dans le cadre de la prévention du suicide. Et il n'était pas question pour moi de faire de la prévention sans connaître le suicide. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Fabrice Joland à l'hôpital Sainte-Anne. On a échangé professionnellement et à l'issue de notre conversation, j'ai dit voilà, je suis policier, j'aimerais une formation. Est-ce que vous savez où je peux me former pour accomplir au mieux ma mission? Il n'est pas question pour moi de faire de la communication, il est question de sauver la vie de mes propres collègues. J'ai eu la chance, le professeur Joland, il en a parlé tout à l'heure, il met en œuvre un diplôme universitaire de suicidologie que je recommande vraiment chacun d'entre vous, si vous avez besoin d'aller suivre ces cours. Et il faut que j'aille très vite. Le professeur Joland expliquait régulièrement, il disait, s'il y a un secret en matière de prévention du suicide, à se rappeler, c'est le lien social. Le lien social, c'est un rempart contre le suicide. Il n'y a aucun rempart qui est infranchissable, mais par contre, les remparts, ça sauve des vies. Donc ça m'était resté en tête. Et ensuite... mon expérience de terrain, j'ai formé à peu près 3000 collègues dans les 2 premières années, donc j'ai fait beaucoup de prévention du suicide. Quand vous êtes amené à rencontrer des collègues, forcément, vous êtes amené à un moment donné à rencontrer des personnes en crise suicidaire. J'en ai rencontré quand même quelques-uns, tous avaient des idées ou des problématiques différentes, mais quelque chose qui revenait souvent, c'était une problématique en lien avec le lien social. Le projet Maison Bleue, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est né d'une expérience de terrain, c'est né du savoir qui a été transmis par le professeur Joland. C'est un espace de soutien, donc c'est un espace physique. C'est 200 mètres carrés qui sont mis à la disposition des policiers par le préfet de police de Paris. Et je le remercie. C'est un espace de soutien, c'est un espace de prévention
pour tous les membres de la préfecture de police, donc actifs et administratifs, qui cible un certain nombre de personnes, des personnes qui vont être seules, des personnes qui sont isolées et des personnes qui sont en détresse. Mais cette Maison Bleue sera aussi également ouverte à tous. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas attendre d'aller mal pour pouvoir bénéficier des ateliers qu'on va mettre en place dans cette Maison Bleue. C'est un lieu neutre, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. La police, il faut être un petit peu à l'intérieur pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des super équipes de soutien en interne. On a le SSPO, c'est les psychologues de la police de chez nous, la médecine de prévention, la SALCA, les problèmes d'addiction, etc. Mais parfois, on a des collègues qui ont des difficultés à se confier à des professionnels qui viennent de l'institution. À tort, puisque nos professionnels sont soumis au secret professionnel, mais ça existe. Et donc, du coup, c'était important d'avoir un lieu qui était neutre, qui ne dépendait pas des directions de la police et qui était donc un petit peu à part. Donc, c'est un lieu neutre, c'est un lieu qui se veut convivial. Ça, c'est vraiment important à avoir à l'esprit, avec différentes ressources. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce que j'ai entendu un petit peu ce matin et puis cet après-midi. C'est qu'en fait, il faut utiliser toutes les forces en présence pour tenter de sauver des vies. Et je vous en parle un petit peu tout à l'heure. Il faut utiliser à la fois les professionnels dans leur domaine de compétences, mais il faut utiliser aussi des pairs, il faut utiliser des mutuelles, il faut utiliser des assurances, etc. Des gens qui sont externes à l'administration, mais qui vont pouvoir nous aider dans la lutte contre le suicide et l'isolement social. Le suicide, comme vous le savez, c'est multifactoriel. Le suicide, pour le prendre en charge, il faut une prise en charge multimodale. Et ma vision, c'est que la prévention du suicide doit être adaptée donc, aux personnes, aux circonstances et au territoire. Et je vais vous rappeler du territoire, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Les territoires, c'est vraiment important. La Maison Bleue, c'est un outil multifacette. Alors, on ne va pas présenter la Maison Bleue comme étant la maison de la prévention du suicide, bien qu'elle a été construite par rapport à la prévention du suicide. Et c'est un outil de prévention en général, parce que quand vous faites de la prévention du suicide, vous faites de la prévention sur tous les domaines d'activité. La Maison Bleue sait faire de la prévention avec une approche différente, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, avec différents acteurs, les professionnels de santé, psychologues, médecins du travail, addictologues par exemple, des pairs, des policiers, via des associations de police. Donc ces associations vont pouvoir approcher nos policiers en faisant de la prévention d'une manière différente. Une assurance, on a GMF qui fonctionne avec nous et on a les mutuelles historiques, MGP, Intérial, qui travaillent avec nous. On va y faire des ateliers pour donner en fait, des buts à ceux qui n'en ont plus. On va créer du lien social, détecter des situations et approcher les professionnels de santé, enfin les faire approcher par les policiers d'une manière différente, dans un cadre différent. C'est presque parfait du timing. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Olivier pour donc, une question autre qui se ressemble et qui se rapproche. De quelle manière percevez-vous, selon votre expérience, la différence entre lien social et interaction sociale ? Alors, je vais surtout vous parler de mon vécu. Lors de ma crise suicidaire, alors je peux en parler aujourd'hui avec du recul, bien sûr, il s'est avéré que j'ai commencé à prendre beaucoup de distance avec les personnes qui composaient ma vie. J'avais une vie tout à fait normale, une conjointe, la naissance d'un enfant, des parents, des amis, des collègues, mais pas assez paradoxalement, une distance assez importante a commencé à se forger de façon très accrue par rapport à ces liens sociaux. Et je suis devenu relativement très sensible à tout ce qui pouvait être interaction sociale. Alors la différence, je la fais dans le sens où mes liens sociaux ont toujours existé, ils existent toujours. J'ai toujours une conjointe, des amis, des collègues, des enfants. Mais à cette époque-là, ça n'existait quasiment plus. Et par contre, ce qui pouvait animer mes humeurs, mes réactions et mes sensibilités, c'est toutes les interactions sociales que je pouvais rencontrer. Ça pouvait être des réflexions, des silences, des quiproquos, des non-dits, et surtout l'incapacité pour moi, en premier lieu, de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas savoir communiquer, de ne pas trouver des mots pour comprendre, enfin, de ne pas trouver des mots pour expliquer pourquoi je n'allais pas bien.
Et le plus difficile, je pense, le plus difficile pour moi était que les personnes qui m'entouraient ne comprenaient pas non plus. Donc forcément, à partir du moment où je n'avais pas de possibilité de leur faire comprendre que je n'allais pas bien, la réponse était inefficace en face. Donc ces interactions sociales sont devenues très importantes pour moi, mais elles sont devenues aussi très destructrices. Donc au fur et à mesure, je me suis enfoncé jusqu'au passage à l'acte. Voilà, pour moi, je trouve une grande différence entre les liens sociaux sont très très importants. Il faut savoir que chacun d'entre nous, à partir du moment où on a forcément des liens sociaux. Le premier d'entre eux est celui avec la mère. Je vous ai parlé de maltraitance tout à l'heure. Ce lien, c'est assez éloigné. Toutes les personnes qui gravitent autour de nous dans notre vie, les amis, les collègues, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là font partie de vos vies, font partie de nos vies. Ce sont des liens sociaux qui parfois s'éloignent, parfois se rapprochent. Mais je crois que le plus important et ce à quoi on est le plus sensible, ce sont les interactions qui se créent avec ces liens et surtout les interactions qui peuvent se créer avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est, je pense, le plus important. Merci. Ingrid ? Oui. Alors, je vais commencer juste par dire d'où je parle, mais très rapidement, parce que je sais qu'il ne faut pas croquer tout le temps pour se faire, mais quand même c'est important pour les sociologues parce que ça détermine le champ de pertinence de ce qu'on peut raconter après. Donc l'enquête qu'on a conduite est une enquête qualitative, ça représente à peu près une vingtaine de personnes, donc ce sont des témoignages en première personne de personnes âgées qui ont réalisé des tentatives de suicide et y ont survécu. On a interrogé des hommes et des femmes, on a interrogé des gens qui étaient âgés entre 66 et 88 ans, et dans le panel, il y a à la fois des gens qui ont plusieurs tentatives de suicide au cours de leur vie, donc ce sont des gens qui ont vieilli parfois dans des trajectoires de maladies psychiques dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et des gens qui ont réalisé des tentatives de suicide à un âge avancé, que j'appellerais les suicides de vieillesse de manière un peu raccourcie, mais qui constituent un profil particulier. Et c'est de celui-là dont je vais parler s'agissant des hommes notamment. Et par ailleurs, en termes de catégories sociales, on a des classes populaires, mais pas sur des fractions précarisées. Et bien sûr, pas la grande bourgeoisie qui est toujours très rétive à l'enquête. Bon, outre le fait qu'il y en a moins, parce qu'il y a un gradient social très bien expliqué ce matin. Voilà, donc on a des classes moyennes, mais quand même des gens qui sont plutôt installés socialement et économiquement. Alors, c'était la question de l'année, parce que vraiment très difficile. On m'a demandé quelle est la différence entre lien social et interaction sociale. C'est une question qui est difficile, et c'est une question en même temps qui est essentielle, je pense, à tous les âges de la vie, mais en particulier s'agissant du suicide des personnes âgées, parce que dans les médias, dans les représentations sociales, il y a beaucoup l'idée selon laquelle le suicide des personnes âgées est un suicide d'absence de relations sociales. Et je ne dis pas lien social, parce que lien social pour les sociologues c'est autre chose, c'est un gros machin avec un L majuscule, mais l'absence de relations sociales effectives, l'isolement, ou l'absence de relations sociales signifiantes, la solitude. Et il se trouve que dans l'enquête qu'on a conduite, le suicide des personnes âgées n'est pas un suicide d'absence de lien, c'est un suicide, je ne dirais pas de trop de liens, mais en tous les cas de pression normative. Alors j'irai regarder avec attention le suicide de la Vallée Heureuse, avec des liens sociaux en effet, parce que ça fait vraiment écho à ce qu'on a trouvé dans notre enquête. Donc on s'est demandé du coup, puisqu'il n'y avait pas un problème d'absence de lien social, quel pouvait être le type d'interaction sociale dans lesquelles les hommes et les femmes âgées étaient pris, qui pouvaient expliquer, du moins de leur point de vue, sinon des expériences subjectives douloureuses, aussi des tentatives de suicide. Et pour le sociologue, questionner une interaction sociale, ce n'est pas seulement une relation, c'est aussi des normes qui passent dans cette relation, ce qui fait que pour nous, les relations, les interactions sociales, elles ne sont pas toujours protectrices, mais parfois aussi, elles se font charge et instruments de pression. Et c'est un peu en ce sens qu'on les a regardées, en se demandant comment ces interactions sociales pouvaient, chez les hommes et les femmes de manière différente d'ailleurs, à certains moments du parcours biographique, générer des identifications positives lorsque l'interaction me renvoie l'image d'une image valorisée socialement dans laquelle je me reconnais, ou au contraire, des identifications négatives. Et ce qu'on a essayé de travailler, c'était de regarder quelles étaient les transformations dans les interactions sociales qui pouvaient susciter notamment des identifications négatives étant rapportées par les informateurs comme étant des causes en fait de la tentative de suicide.
En travaillant ça, on s'est aperçu que finalement, il y avait un type d'interaction sociale qui était fréquemment rapporté par les informateurs, c'était des relations de care, comme on appelle ça. Donc des relations d'entraide, bien souvent situées dans l'espace domestique. Et ces relations de care, elles comptaient pour les femmes, mais aussi pour les hommes, mais pas de la même manière. Et pour les hommes en particulier qu'on a enquêtés, donc j'entends bien ceux qui ont réalisé une première tentative de suicide à un âge avancé, on s'est aperçu que les tentatives de suicide faisaient souvent suite à des interactions dans lesquelles ils perdaient d'un coup, sans qu'ils y soient préparés, sans qu'ils disposent aussi de ressources ajustées et pertinentes pour faire face à la situation, dans lesquelles ils perdaient leur pouvoir et leur autorité domestique. La situation typique, si vous voulez, c'est un peu l'entrée en EHPAD, qui peut être décidée soit à l'issue d'un veuvage précoce, du coup, soit à l'issue de la maladie de la compagne, qui nécessitait d'être, c'était vécu comme ça, placé en EHPAD. Et finalement, en perdant leur maison, les hommes perdaient aussi leur autorité dans la maison, et ce qui était rapporté, c'était la difficulté à devenir seul objet de soins sans pouvoir décider des contours du soin, ne plus décider de leur mode de vie, ne plus décider des horaires des repas, de l'alimentation, même si souvent à la maison c'était les femmes qui mettaient en œuvre, il y avait quand même ce pouvoir décisionnaire qui comptait beaucoup. Et la différence entre ceux qui passaient à l'acte, parce qu'ils étaient évidemment plusieurs à entrer en EHPAD dans le panel d'informateurs, et ceux qui ne passaient pas à l'acte, c'était pour ceux qui passaient à l'acte, leur incapacité à recréer, par exemple, une fois arrivés à l'EHPAD, leur maison avec l'autorité dans la maison. Et ça passait, par exemple, par leur capacité à redevenir aidant à l'intérieur de l'EHPAD, par exemple en occupant, en investissant des positions d'aide des autres résidentes, ou alors de coups de main qu'on pouvait dispenser aux professionnels et desquels on tirait reconnaissance collective, gratification finalement subjective. Pour les femmes, en revanche, bien sûr, la perte de pouvoir domestique liée à l'entrée en EHPAD existait, mais elle était plutôt rapportée comme un élément qui venait nourrir des expériences subjectives douloureuses, plus que comme quelque chose qui conduisait au suicide. En revanche, dans les situations de tentative de suicide, c'était plutôt des pressions de care qui nous étaient rapportées, donc des femmes âgées qui faisaient état des positions d'aidances, en fait, desquelles elles ne pouvaient pas s'extirper, et desquelles elles ne tiraient plus gratification, parce qu'on peut aussi aider et tirer gratification subjective, auquel cas c'est moins pesant. Mais ce n'était pas le cas, le sentiment d'aider, de devoir aider, d'être accroché à cette charge sans en tirer reconnaissance. Et tout ceci arrivait à un moment où, en plus, ces femmes vieillissaient elles-mêmes et avaient accumulé tout au long de leur parcours de vie, pour des raisons documentées par les sociologues, des inégalités dans le type de réseau social à disposition, des propensions à développer des maladies chroniques, elles vivent plus longtemps mais aussi avec des maladies chroniques, à développer des dépressions, beaucoup d'informatrices qui avaient connu dans le panel des violences, ça a été dit ce matin, des violences sexuelles mais aussi des violences conjugales, tout un tas, si vous voulez, de spécificités liées au parcours de vie des femmes qui venaient s'accumuler et construire des suicides, si vous voulez, d'accumulation. Elle disait un ras-le-bol, plutôt que des suicides un peu de bifurcation pour les hommes, en tous les cas que nous avions enquêtés. Donc l'idée, c'était de montrer, en fait, je voulais insister sur le fait que les relations sociales n'avaient pas toujours une valence protectrice. Bon, l'idée, c'est pas de cultiver l'isolement, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut aussi souffrir et se suicider parce qu'il y a des liens qui mettent en pression normative ou des liens qui portent des normes auxquelles on n'arrive plus à se conformer. Voilà. Merci pour ce challenge. Alors, juste un tout petit mot, on voit bien qu'on ne parle pas de micro ou de macro, on voit bien que lien social, c'est un peu macro, c'est très générique, et on voit bien qu'on commence un peu à voir ce qu'il y a derrière. On a vu que derrière lien social se cache un peu l'isolement social, on l'a vu, mais se cache interaction sociale, se cache relation sociale, éventuellement pression sociale, contrainte sociale, et que finalement, si on veut avancer, et je pense que si on veut que l'approche sociologique soit utile, il faut qu'on descende un peu à ces niveaux-là. Donc, deuxième question pour Jean-Christophe. Vous avez identifié certains profils plus à risque. Pouvez-vous nous en dire plus ? Donc, effectivement, nous avons identifié des profils à risque, mais attention, il ne faut pas faire des généralités. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut s'adapter donc, en matière de prévention du suicide aux personnes, aux circonstances et au territoire. Sur tout le territoire, au niveau de la police, il faut vraiment s'adapter. On a des particularités. La préfecture de police, c'est Paris et la Petite Couronne, mais Paris. Et c'est là où vous avez le plus de manifestations sportives, culturelles, etc. C'est là où vous avez le plus de policiers. Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, on a des concours, on passe des concours au niveau national, mais à un moment donné, quand vous sortez d'école de police, un grand nombre d'effectifs vont aller à Paris. Ils vont être déracinés totalement géographiquement,
Ils vont être déracinés. Ils vont être déracinés aussi familialement. C'est ce que m'expliquent des collègues. J'ai habité dans une grande maison. J'étais très entouré. Et d'un seul coup, je me retrouve à Paris, dans un tout petit studio, pendant le Covid en plus. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est problématique. Il faut faire attention à nos jeunes. C'est une cible. Parce que quand on regarde au niveau national, les policiers, la moyenne d'âge, c'est 45 ans, le suicide au niveau national. Au niveau de la préfecture de police, c'est beaucoup plus jeune. Alors, il faut savoir aussi qu'on a plus de jeunes à Paris qu'ailleurs, mais c'est une population qu'il faut vraiment cibler. Et dans le cadre de la Maison Bleue, on les accompagnera pendant 18 mois pour qu'ils fassent du lien, pour les aider en faisant des ateliers. Autre cible, et puis il faut se rappeler qu'ils sont confrontés à un métier qui est particulièrement exigeant aussi. Ils ont été dans des fois, ils étaient dans des territoires tranquilles et d'un seul coup, ils se retrouvent dans des territoires beaucoup plus compliqués. On a les policiers qui sont blessés ou malades. Il faut savoir qu'il y a des policiers qui sont blessés tous les jours. Alors, il y a la petite blessure, il y a la blessure qui est très, très grave. Ce qui fait qu'en fait, ils vont plus être au travail pendant très, très longtemps. Des fois, ils vont être isolés. Ils n'auront plus les copains qui seront présents, etc. Et ça, c'est problématique. Il faut les garder à l'œil. Il ne faut pas qu'ils sortent des radars. Et je sais qu'il y a un certain nombre de policiers qui se suicident alors qu'ils sont en arrêt de travail ou qui sont arrêtés depuis un certain nombre de temps. Donc, il faut faire attention à eux. Il y a les policiers divorcés. Alors, chacun sait qu'en région parisienne, il y a un couple sur 2 qui divorce. Dans la police, je pense que c'est un petit peu plus important encore, du fait de nos missions. On a des policiers qui sont comme tout le monde, veufs, ça peut arriver, veuves. On a des policiers qui sont isolés. On récupère aussi des anciens militaires qui se reconvertissent dans la police, mais ils arrivent avec leur bagage aussi. Ils ont vécu des événements traumatiques pour certains. Ils ont été suivis tant qu'ils étaient à l'armée, puis à un moment donné, il n'y a plus de suivi, puis ils rentrent dans la police. Ça, c'est une population à avoir en tête. On a nos policiers blessés, qui ont des blessures post-traumatiques. On a aussi les policiers qui se rapprochent de la retraite. C'est important, la retraite, c'est bien pour certains, et puis pour d'autres, c'est plus problématique. Et puis, il faut faire attention à nos policiers qui sont retraités. Et enfin, on a les agents qui font face à des difficultés professionnelles et privées, et c'est notre cible. Voilà. Merci. Donc, on voit encore dans tout ce débat de la conflit du lien social qui peut être à la fois, comme Christina l'avait dit, à la fois positif, mais ne pas oublier dans nos débats le côté que ça peut être toxique. Et l'idée aussi de l'approche micro-sociologique, c'est qu'on ne soit pas dans l'idéal, qu'on observe un peu ce qui se passe sur le terrain. D'où la question suivante qui complète ce que tu as dit, Jean-Christophe. C'est de quelle manière, dans vos pratiques quotidiennes, sont pris en compte les liens sociaux et l'interaction sociale. Que ce ne soit pas juste de l'injonction, de l'incantation. Olivier ? Oui. En fait, en 2005, lorsque j'ai voulu consulter pour la première fois une psychologue, il s'avère que chez moi, plus rien ne tournait bien rond. La communication avec ma conjointe était très limitée. La sexualité avec ma conjointe était très limitée. Le rapport avec mon fils était relativement limité aussi, parce qu'il était tout petit et que une résonance en moi venait de naître et j'avais ce petit être devant moi tout frêle, tout fragile, et ça a très certainement éveillé beaucoup de choses en moi. Avec ma compagne, on a pris la décision que je devais consulter. Donc j'y suis allé. Je suis arrivé dans un cabinet relativement froid, sans ambiance, blanc. Alors je m'en souviens très bien parce qu'il y a les marqueurs. La personne qui m'a ouvert la porte, physiquement je m'en souviens plus trop, mais je sais que pour moi c'était une inconnue. Je pense que pour elle aussi j'étais un inconnu. Je suis arrivé avec mon fardeau, avec mes peurs, mes craintes, mes terreurs. Parce que quelqu'un qui arrive pour la première fois dans un cabinet de psy, quelle que soit sa demande d'aide, arrive avec beaucoup d'angoisse. S'en est suivi un monologue de ma part où j'ai fait part de ma vie,
de mes craintes, de mes peurs, de mes angoisses. C'est toujours les mêmes mots qui ressortent, mais c'est la réalité. La psychologue, après m'avoir bien écouté, a fait le lien entre mon éducation et la maltraitance, a fait le lien aussi entre des séances de piscine et la pédophilie. Et puis voilà, je suis reparti au bout de 45 minutes. Donc 45 minutes après, mon fardeau était beaucoup plus lourd. Je suis rentré chez moi en pleurs. J'ai attendu que ma compagne qui est sortie du travail rentre avec mon fils de quelques mois. Forcément, je devais soumettre un compte-rendu de cette séance. Autant vous dire que ça a été une catastrophe. Autant vous dire que lorsque j'ai prononcé le mot de pédophilie et de maltraitance, enfin surtout pédophilie, ma compagne a été aussi brutalement atteinte que moi j'ai pu l'être. Donc la communication s'en est faite, a été de plus en plus compliquée parce que de toute façon je suis rentré chez moi sans aucun outil. Je n'avais plus envie de retourner voir la psy. Et en bref, ça a été le début de ma descente aux enfers. Moi, il y a vraiment un mot qui résume, c'est « et puis voilà ». Bon, moi, ça, je sais pas si ça a résonné quand tu dis ça. Et on voit bien qu'on a besoin de comprendre comment ces interactions sociales se tissent au quotidien et comment c'est ce tissage qu'on doit décrypter qui permet de réfléchir au lien social. Ingrid ? Moi, je vais parler plutôt répondre à partir du champ gérontologique. Je me suis posé la question de finalement, est-ce que les interactions sociales sont prises en compte dans les dispositifs du champ gérontologique, qu'ils soient dédiés à la prévention du suicide, ou plutôt pas d'ailleurs, bien souvent. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès du fait aussi de la mobilisation associative qui a contribué à mettre l'accent sur l'importance de la densité des relations sociales et de l'isolement autour des personnes âgées. Donc ça, c'est plutôt fait. Par contre, ce qui est moins regardé, c'est ce sur quoi j'ai insisté lors de la réponse à la première question, c'est le type d'interaction sociale et notamment considérer que la famille n'est pas toujours protectrice, elle n'est pas toujours destructrice, mais l'idée qu'il y a une valence protectrice de la famille a été réactivée durant la Covid, par exemple, ou alors il fallait que toutes les familles reviennent et nous on a fait des enquêtes où les personnes âgées expliquaient que finalement ça faisait bien longtemps que les familles les voyaient plus et qu'elles avaient reconstruit des modes de vie à l'intérieur des établissements de façon un peu différente. Donc voilà, c'est la pluralité des interactions sociales et puis aussi le fait que se posent à ces âges sociaux-là des enjeux particuliers qui ne sont pas nécessairement les enjeux de la midlife, comme on dit, par exemple, ou d'autres situations peuvent susciter des souffrances. Deuxième difficulté, je trouve que c'est un double effacement du suicide des personnes âgées pour des raisons très différentes. D'une part, la normalisation du désir de mort des vieux, parce qu'ils sont vieux, vous avez vu l'état dans lequel ils sont, c'est normal qu'ils ont envie de partir, etc., etc. Et donc, une forme de naturalisation de ce désir de mort qui suspend un peu la réflexion. Donc ça, c'est un premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est à l'extrême la psychiatrisation. Je pense que le terme est mal choisi, mais c'est le fait de avoir du mal à considérer que le suicide des personnes âgées peut être un suicide raisonné. Je ne vais pas dire raisonnable, mais raisonné, qui est rapporté par les informateurs comme étant la conséquence de relations d'interaction sociale effectives sur lesquelles il faudrait réfléchir et qu'il faudrait creuser. Et ceci est alimenté par ce qu'une collègue appelle l'alzheimerisation de la vieillesse, c'est-à-dire l'association qu'on fait entre vieillissement aujourd'hui et perte des capacités cognitives, qui fait que constamment les personnels des EHPAD sont toujours dans l'ambiguïté, dans l'interprétation du geste. Au fond, est-ce qu'elle a voulu se tuer ou est-ce qu'elle a confondu la fenêtre avec la porte de l'EHPAD? Et tout ceci concourt aux difficultés d'enregistrement, mais pas que d'enregistrement, de cotation, de catégorisation des gestes en EHPAD pour un certain nombre de raisons, et je passe bien sûr sur les pressions autour des EHPAD aujourd'hui qui sont beaucoup aussi montrées du doigt comme étant des lieux de la malvieillesse en fait, et productrices de malvieillesse. Enfin, il me semble que c'est aussi difficile de travailler sur le temps long et de tenir compte des parcours de vie des personnes, parce que ce que nous avons montré dans notre enquête, c'est que les configurations suicidogènes, en fait, résultent d'un temps très long. Je pense que c'est aussi peut-être ce que vous montrez, parce qu'il y a des événements de l'enfance qui reprennent acuité d'un coup,
Et il y a aussi des ressources qui s'accumulent ou pas de façon différentielle tout au long du parcours de vie. Et le temps qui est plutôt interrogé dans les dispositifs est un temps plutôt court, c'est-à-dire c'est le temps juste avant l'entrée en EHPAD ou un petit peu avant la première tentative, la tentative de suicide ou après, mais pas nécessairement ce temps long du parcours de vie qu'il conviendrait d'appréhender de façon plus fine, mais avec les difficultés que pointait Jean-Baptiste Azot ce matin. Et puis je ne dis plus rien parce que sinon je n'aurais plus rien à dire pour la troisième question. Et pareil, il faut que je pose le 3. Donc j'ai coupé comme ça. Donc on voit bien que comme on oublie un peu, on parle souvent du suicide, mais qu'il y a des suicides. On parle du lien social, mais on devrait partir des liens sociaux. Et pareil, ce que tu disais, il n'y a pas une interaction sociale, il y a des types d'interactions sociales qu'on a besoin de comprendre. Donc on arrive à la troisième question, j'espère qu'on est encore dans le timing. Une jolie pression sociale. Alors pour Jean-Christophe, prêt pour le challenge. Quels sont les principes que vous avez appliqués pour prendre en compte les différents enjeux évoqués ? Alors les principes importants, c'est de comprendre que les policiers sont des hommes et des femmes comme les autres. Ça c'est vraiment important, donc on a les mêmes difficultés. Ce qui s'applique à d'autres s'applique aussi donc aux policiers. Nous avons pris en compte nos spécificités. Certains policiers demandent difficilement de l'aide, alors c'est le cas des hommes, vous le savez, mais quand vous êtes policier, c'est encore plus difficile de demander de l'aide, c'est peut-être pareil en milieu médical. Certains policiers ne souhaitent pas se confier à des représentants de leur propre institution, parfois, il faut savoir le reconnaître, c'est pas grave. Si c'est le cas, qu'ils aillent ailleurs, on a des partenaires qui sont excellents aussi. Il ne faut pas absolument vouloir diriger les gens dans une case, il faut trouver la bonne case. D'où l'intérêt d'un lieu qui est neutre pour établir en fait la Maison Bleue. Il faut connaître les conséquences du désarmement aussi pour les policiers, ça a des conséquences, mais aussi celle de ne pas désarmer un policier. Il faut connaître quand c'est qu'il est important de le faire, et si on ne le fait pas, quelles peuvent être les conséquences. Nous allons mettre en œuvre des ateliers, c'est vraiment important, qui vont occuper les esprits, donner des buts à ceux qui n'en ont plus aussi parfois. On va favoriser le lien social, notamment à l'occasion des sorties de promotion, de jeunes gardiens de la paix par exemple, faire de la prévention d'une manière qui va être différente de ce qui se fait actuellement. Le projet Maison Bleue est une aventure qui est collective et humaine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. On rassemble toutes les forces. Ça, c'est important. Je veux que l'institution s'y mette. Elle s'y met très fort. Je souhaite que les policiers s'y mettent. La prévention du suicide ne peut pas marcher sans les policiers. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et on a des super partenaires, les mutuelles, je vous répète, des assurances et des associations de police. Nous avons aujourd'hui 300 sentinelles, donc ça c'est vraiment important parce qu'on a commencé en 2022. Donc 300 sentinelles à la préfecture de police, des équipes de soutien, on a des équipes de soutien qui sont formidables, des policiers de tout grade, des partenaires d'excellence, un réseau qui est unique en France. J'espère sincèrement que nous allons donc contribuer à sauver des vies et des familles avec ce projet. Et le mot de la fin pour me dépêcher, la prévention du suicide, c'est un travail qui est énorme. C'est vraiment important à le souligner. C'est compliqué dans la durée et qui demande à construire du réseau. Il faut absolument du réseau, on ne peut pas travailler seul. C'est pourquoi on travaille avec Sainte-Anne, on travaille avec l'Hôtel-Dieu, on travaille avec beaucoup de monde et c'est important. Rien ne se ferait sans le préfet de police et je le remercie. Il nous a mis, je vous répète, 200 mètres carrés à disposition et nous met les moyens à disposition pour travailler. Les directions de la police nationale qui nous aident et tous mes collègues de tout grade et nos partenaires qui m'aident au quotidien. Sans eux, j'y arriverai pas. Merci. Dans ce que tu as dit, il y a un truc qui m'a frappé, c'est demander de l'aide. C'est vrai que souvent, en tant que médecin généraliste, quand j'ai un patient qui ne va pas bien, j'aimerais tellement pouvoir appuyer sur le bouton psychologue, il va chez le psychologue. On est tellement dans la solution à trouver, ça serait tellement bien. Or, mon travail, c'est d'accompagner la personne et de voir comment, finalement, en l'écoutant, l'accompagnant, elle accepte d'aller voir. Et ça, c'est un travail qu'on a tendance à oublier un petit peu. Et derrière ça, il y a aussi le travail d'acceptation de la maladie. Et tout ça, c'est des trucs qu'on a un peu tendance à oublier parce qu'on est trop rapidement dans la solution. Donc ce point-là me paraît vraiment très important. Et dans la Maison Bleue, j'ai juste oublié quelque chose qui est très important. Ouais. Dans la Maison Bleue, on va avoir 2 bureaux qui seront dédiés en fait aux psychologues, qui seront dédiés aux assistantes sociales, à la médecine de prévention. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des ateliers avec des associations, mais il y aura possibilité d'accéder aux professionnels dans un cadre qui est autre qu'à l'hôpital des Gardiens de la Paix. Ça, c'est vraiment important, une autre approche. Oui, c'est important. Et que tout, comme disait Fabrice Joland, tout n'est pas toujours hôpital.
Ça, c'est important, c'est une façon d'être au plus près des personnes. Donc finalement, maintenant qu'on a un peu balayé, qu'on a défini, qu'on a vu ce qui était au quotidien, maintenant on pourrait ouvrir un peu les perspectives de l'avenir. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la prise en compte des enjeux sociaux à travers les liens sociaux, les interactions sociales, pour améliorer la prévention du suicide et sa prise en charge? Alors, je vais juste revenir sur la question d'avant où moi, j'ai révélé ma première séance de psychologue qui ne s'est pas très bien passée. Heureusement, ce n'est pas une généralité, puisque, à contrario, lorsque je suis passé à l'acte en 2010 et que j'ai été hospitalisé, j'ai été reçu 48 heures après par une jeune interne de psychologie, Lisa, que je ne connais pas, avec qui je n'avais aucun lien. Et lorsqu'elle a ouvert la porte de son bureau et qu'elle m'a permis de rentrer, accompagnée de ma compagne, elle a fait en sorte que je sois rassuré, dans le sens où elle avait bien compris que je venais chercher de l'aide, que je venais chercher une solution. Et elle m'a laissé parler, elle m'a juste demandé qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous désirez faire. À cela, j'ai répondu, je suis fatigué, je veux me reposer, je veux me reposer, ouais, c'est ça. Et en fait, elle a été très donc rassurante, je le répète. Elle m'a offert la possibilité d'effectuer un séjour. Je ne savais pas où. D'ailleurs, quand j'ai pris le taxi qui m'a emmené sur mon lieu de villégiature, je ne savais pas où j'allais. Je l'ai même demandé au chauffeur de taxi qui, lui, ne le savait pas non plus. En fait, elle a été bienveillante dans le sens où elle était très douce, très à l'écoute. Elle m'a ouvert une petite porte et surtout, elle m'a permis d'accepter la situation à laquelle j'étais, d'accepter ce qu'elle me proposait et d'accepter a posteriori un suivi beaucoup plus long qui a duré plus de 3 ans avec le psychologue qui m'a reçu à la clinique psychiatrique qui a été merveilleux. Et j'ai fait des rencontres magnifiques dans cette clinique. Vous avez pu l'entendre via mon poème. Tout ça pour dire qu'on est tous uniques. On a tous nos propres sensibilités. On a tous nos propres faiblesses, nos propres forces et nos propres désirs. Je pense qu'aller vers l'autre ne doit pas être un fardeau, ne doit pas être un problème. Et lorsqu'on voit un collègue, lorsqu'on voit un membre de sa famille, lorsqu'on voit un ami, je pense qu'il est, je ne sais pas si je peux dire de notre devoir, mais je pense que citoyennement parlant, il est bien juste d'aller dire bonjour et de prendre une nouvelle, même si ça dure que 10 secondes ou 1 minute. Et cette interaction-là peut, je pense, sauver sa vie. Tu avais juste dit aussi que tu aurais bien aimé une consultation à 3 dans ce que tu en avais fait. Sur la première consultation, oui, je pense que si on avait pu revenir avec ma compagne pour que tout le monde digère ce que je venais d'apprendre, oui, effectivement, peut-être que ça aurait pu aider déjà à ce que ma compagne puisse comprendre la situation dans laquelle nous étions tous les deux. Enfin, tous les deux, et je parle aussi avec mon fils, parce que nous étions tous les 3. Et oui, je pense que ça aurait pu peut-être débloquer ou permettre à elle d'accepter la situation dans laquelle j'étais et surtout la comprendre, quoi. Merci. Ingrid ? J'ai peur de dépasser la minute. J'espère que Madame la ministre est en retard. On ne sait pas quand elle arrive, donc... J'ai plus de minutes, en fait. J'avais qu'à me taire. Donc, j'avais 5 points, mais c'est un exercice difficile et les sociologues s'y prêtent très mal aux propositions d'action, etc. C'est un peu dur pour eux. J'ai pensé qu'il y avait une réflexion à conduire sur le regard porté sur les personnes âgées dans un premier temps. Ça paraît vraiment un peu la palissade, mais quand même, je trouve que c'est important de le rappeler, qui sont souvent réduites au rang de leurs conditions de vieux. Pourquoi on ne tient pas compte des parcours biographiques ? Parce qu'ils sont vieux.
Mais avant d'être vieux, ils ont eu un parcours avec une épaisseur qui continue à agir et qu'il importe de comprendre. Et de comprendre parce qu'il y a des situations d'adversité sociale, des ressources aussi qui sont apportées par ces parcours, et peut-être aussi en lien avec la psychiatrie, parce qu'il n'est pas exclu que des situations d'adversité sociale réitérées aient à un moment donné un impact sur la structuration des mécanismes neuronaux. Changer le regard sur le suicide des personnes âgées, dont je vous ai dit qu'il était soit naturalisé, c'est normal de vouloir mourir quand on est très âgé, non raisonné. Il y a beaucoup d'associations faites entre dépression et suicide des personnes âgées, ce qui peut être dans un certain nombre de cas objectivé, mais comme beaucoup de personnes âgées consomment des antidépresseurs sans avoir toujours d'ailleurs des suivis psycho soutenus par ailleurs, c'est aussi très délicat de comprendre les interactions compliquées entre la dépression et puis le passage à l'acte, qui en tous les cas n'est pas expliqué de cette manière-là par nos informateurs. Un suicide aussi très tabou, c'est-à-dire qu'on a eu du mal à rencontrer... dans une autre enquête où on travaillait sur les proches, donc des personnes suicidées qui avaient achevé leur suicide, et des difficultés à rencontrer des proches acceptant de parler, alors qu'on s'était dit que finalement, quand on est au grand âge, avec cette normalisation de l'envie de mourir quand le parent est âgé, ça aurait été plus simple. Pas du tout, parce que les gens se sentaient mis en question dans leur relation d'aide. Et donc le suicidé interpelle celui qui l'a aidé et le met en question sur sa capacité à l'attacher correctement ou à ne pas l'avoir attaché correctement. Troisième élément, peut-être intégrer davantage les dispositifs de prévention du suicide dans le champ gérontologique, parce qu'en fait, il y a très peu de personnes très âgées qui passent par vigilance, en fait. Dans les EHPAD, il y a quelques équipes de liaison psychiatrie, mais il y en a très peu. Donc il y a aussi là un manque de réponses possibles. Et enfin, un pan non couvert qui est celui du domicile. Il faut savoir que le principal lieu de réalisation des suicides au grand âge, c'est le domicile. Il n'y a pas une offre structurée autour du domicile, et que par ailleurs, dans le bien vieillir aujourd'hui, il faut vieillir chez soi. On est d'accord ? Le vieillissement au domicile, c'est la félicité absolue. Et donc, quand on interroge les gens, la plainte est d'autant plus illégitime. Et on nous disait, mais on ne peut pas se plaindre, nous, sous-entendu, on n'est pas à l'EHPAD. Et puis, auprès de qui se plaint-on de peur de passer à l'EHPAD, parce qu'il y a aussi une surveillance des situations de félicité domiciliaire qui peuvent générer, ils le savent très bien, une rupture biographique importante pour eux. Donc il y a au moins ces 5 niveaux. Et voilà, 33. Voilà. Je vous remercie. Juste pour souligner, avant de laisser la parole à Madame la Ministre, que j'espère qu'on a réussi dans ce court temps, ce challenge, à montrer à quel point les interactions sociales, ça se tisse au quotidien, et que finalement, il ne faut pas avoir une vision macro des injonctions, mais il faut porter une attention au quotidien à ces interactions sociales. Voilà, je vous remercie tous. C'est dommage qu'on n'ait pas de temps aux questions.